Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippegendrock.org, en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Intergalactique. Je suis mal rasé, moi. Et oui. Quoi? Je suis mal rasé, moi. Ah, tu vas encore piquer. Tita. Hum. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 18 janvier 2026. Aujourd'hui, un article très, très, très intéressant. Peut-être deux, trois mots sur concernant le site, Bien sûr. nos petits déboires. Alors deux ou trois? Trois. Un, deux, trois. Alors, d'abord, on tenait à remercier toutes les personnes bienveillantes et généreuses. Bon, il y en a pas Qui ont eu, répondu. voilà, qui ont répondu. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu certaines. On les remercie Oui. pour leur amitié, leur bienveillance et surtout leur gentillesse. Et peut-être, je te coupe, excuse-moi, peut-être notamment des gros bisous à Yannick et Roger. Oui, exactement, entre autres, entre autres. Oui, Je, entre autres. je remercie toutes les personnes qui ont fait des efforts pour nous aider. Ah oui. Le site est toujours en travaux, sachez-le. Oui. On fait ce qu'on peut, on a beaucoup de mal à se Parce connecter. qu'on n'est pas des bœufs. Voilà. On a beaucoup de mal à se connecter. J'ai encore passé beaucoup de temps avec Oui. le fournisseur. Je passe beaucoup de temps avec celui qui répare également. On se comprend pas toujours, bien sûr, c'est normal. On ne parle pas forcément la même langue quand il s'agit d'informatique, c'est difficile. Nous, si vous voulez, on a l'habitude de travailler sur le site, donc on connaît les routines. Mhm. Et effectivement, ça, les explications qu'on me donne ne correspondent pas aux faits, donc on est obligé de trouver un terrain d'entente pour que chacun comprenne bien les attentes de chacun également. Donc c'est pas facile, mais j'ai de la chance d'avoir un très très bon ami et je remercierai jamais assez François de faire beaucoup d'efforts pour nous, pour ce site et pour vous, parce que c'est un grand humaniste lui aussi, et vraiment il tient à cœur. Ça fait 10 ans que je le connais, qu'il me suit, et vraiment c'est une personne, lui et sa famille, remarquables, et sont des vrais amis. Donc voilà. J'ai pas envie de m'attarder sur les causes de l'accident qu'il y a sur le site. J'ai pas envie de trouver des coupables, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça fera rien avancer. J'ai pas envie de perdre du temps à détester les uns ou les autres, à dire ah, c'est bon, bref, passons. C'est pas mon problème. Non. Nous, notre problème, c'est d'essayer d'être là pour vous au quotidien et Et puis de faire au maximum pour que vous ayez vite accès à nouveau. accès au Donc, site. Oui. si dans les 10 prochains jours, par exemple, vous avez des difficultés à vous connecter, c'est pas grave. Les abonnés, vous récupérerez ces 10 jours, Oui, oui. on les remettra. Vous perdrez rien. Oui, oui. On s'en occupera. On Exactement. s'en occupe. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il faut savoir être un tout petit peu patient dans cette situation parce que Mais on avance. On voilà, avance. on est attaqué de tous bords, et il y a l'intelligence artificielle du gouvernement, il y a beaucoup de choses. Ça se passe dans toute l'Europe. J'ai un ami hollandais qui est venu me voir en coup de vent, d'ailleurs que je remercie beaucoup, parce que l'autre a remercié nos amis, mais moi je remercie aussi mon ami Christoffel et son épouse, un autre petit lutin. Donc je les remercie chaleureusement, et surtout Christoffel parce qu'on se comprend très bien et il comprend la panade dans laquelle on est. Il m'a dit, mais tu sais, dans toute l'Europe, c'est pareil. Ils censurent tout, voilà. Et on est là-dedans, on est blacklisté, on est surveillé, on veut pas que nous publions pour vous toutes ces informations. On est bloqué de partout pour le référencement, pour tout. C'est une vraie catastrophe. On se bat, on est un petit peu des Don Quichotte à se battre contre des moulins à vent, et on baisse pas les bras parce que les informations sont pour vous vitales et nécessaires. Donc, tant que le site est un petit peu branlant, on fera des capsules YouTube
pour vous permettre à tous d'accéder à cette information. J'avais parlé d'un article sur les yeux. Évidemment, je l'ai traduit, j'ai pris du temps. Il est réservé aux abonnés. Alors, s'il vous plaît, quand vous me demandez, vous me l'envoyez par mail, je dis non. Ah oui. C'est pas juste par rapport aux abonnés qui, eux, ils ont aussi fait des sacrifices. Donc, Bien et puis, sûr. franchement, c'est pas un sacrifice de nous aider à continuer à vous informer. Faut être un petit peu ouvert et conscient qu'on fait un travail d'utilité publique sans bénéficier d'argent public. Au contraire, ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues pour tout et n'importe quoi. C'est une vraie catastrophe. La seule chose qu'ils veulent, c'est nous détruire absolument financièrement, puis après, quand on sera comme des clochards, ils auront gagné, ils s'attaqueront à quelqu'un d'autre, c'est leur objectif. Vous savez, elle avait raison, Claire Séverac, hein, c'est la guerre contre les peuples, hein, c'est les psychopathes au pouvoir, parce que ce sont des psychopathes, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est-à-dire la destruction du pays, la destruction des vraies élites, c'est-à-dire les intellectuels, c'est-à-dire les agriculteurs, c'est-à-dire les gens qui produisent. Vous allez me dire, les intellectuels, ça produit pas, mais vous rigolez. Les intellectuels, ça produit de nombreuses idées qui peuvent porter des pays très loin. Et j'en veux pour exemple la Corée. C'est le seul pays qui a un ministère de l'intelligence. Ah, c'est sûr que c'est pas chez Macron qu'on trouvera le ministère de l'intelligence. Hein. Alors ça, chez Boubourse, l'autre qui était avant, c'était pas mieux. Hein. Donc on trouvera jamais en France un ministère de l'intelligence parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des intelligents qui ont proposé les meilleures idées, ils ont dû émigrer, ils ont dû changer de pays. Parce que ici, c'est les industries qui dominent et la seule chose qui les intéresse, c'est non seulement de détruire le génie, l'intelligence, mais surtout de faire une race d'esclaves et de s'empiffrer comme des porcs. Donc ça, c'est le principe français aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ce sont nos parents, les étrangers, qui ont construit cette France. Et nos parents, c'est quoi? C'est chez nous, c'est les pays de l'Est, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique. Comment croyez-vous que Bouygues s'est enrichi? Avec ces gens-là. Avec des gens qui travaillaient comme des forçats pendant des heures et des heures à être payés 3 francs 6 sous. Donc c'est comme ça que ces gens s'enrichissent. Mais c'est terminé, il faut cesser cet esclavage. Bon, vous pouvez voir certains articles littéraires sur Substack, si vous le souhaitez. C'est gratuit. Hein. Et avec le Loot, nous vous annonçons la sortie du Pandora 15. Eh oui, déjà. Les méditations nostalgiques, c'est un recueil de 39 textes. 39 textes sur la société, sur les faits de société. Ce sont des réflexions philosophiques écrites dans un style tout à fait littéraire, donc qui a rien à voir avec le style journalistique. C'est-à-dire que c'est à la fois un livre d'intelligence à la française, comme on pouvait penser dans le temps, avec une très belle écriture française. Je dis pas très belle parce que je l'ai écrite, mais parce que c'est beau. J'ai déjà eu des commentaires qui étaient très très positifs. De personnes qui sont importantes à nos yeux, déjà. Peut-être que ma mère me dira encore « Oh, t'as fait des progrès. » Gentil, maman. Ça fait tellement plaisir. Tu progresses, mon fils. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Heureusement, maman, que tu es là pour me dire ça. Ça me fait tellement plaisir. Vraiment, je suis tellement touché que j'en pleurerais. Donc, bon, c'est quand même un énorme compliment de la part de ma maman qui est très avare de compliments. Donc, quand elle vous dit vous avez fait des progrès, c'est que soyez content déjà. Hein, exact. C'est un petit peu comme à la fac. Hein, aucun compliment, mais une petite phrase comme ça pour dire c'est pas mal dans le fond. C'est pas mal, ça veut dire que c'est bien, c'est même très bien. Bref, donc vous pouvez trouver cet ouvrage soit sur Amazon, soit sur notre site dédicacé. Alors, si vous le commandez, par exemple, aujourd'hui, on les a commandés il y a 2 jours, ils arriveront dans une dizaine de jours. Ils vous seront envoyés dès qu'ils arriveront ici et ils seront dédicacés. Souvent, on me demande quelle est la différence entre prendre un livre chez vous ou prendre un livre sur Amazon. C'est les seuls endroits où vous pouvez les trouver. C'est très simple. Chez nous, ils sont toujours dédicacés.
Voilà. Voilà. Ils sont personnalisés. Voilà. Bon, écoutez, je pense que Et c'est sympa quand même. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir... Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, quoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un texte très important, parce que ça permettra aux gens de comprendre un petit peu la réalité. L'université de Yale vient de prouver que les effets secondaires du vaccin contre le Covid existent et que la production de protéines de pointe persiste pendant des années à l'intérieur du corps. Alors souvenez-vous que les propagandistes pro-vaccin Covid vous disaient oui, c'est vacciné, mais ça reste dans le bras et puis ça disparaît, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une université américaine qui vous dit mais non, c'est pas vrai du tout. Alors, examinez les conséquences des étapes imprudentes utilisées pour fabriquer les vaccins et les dommages immunologiques qui ont suivi et qui sont actuels aujourd'hui et que vous subissez à travers les maladies de vos parents, les maladies de vos conjoints, les maladies de vos enfants. Avant toute chose, je voulais dire aussi, surtout, ne me demandez pas, oui, c'est pour une personne que je connais, qui a ci, qui a ça. Je réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça, et d'ailleurs, personne d'intelligent ne pourrait répondre à tout cela. S'il y a des personnes qui ont des problèmes, si elles veulent un rendez-vous, moi j'ai une expertise, et vous la connaissez, vous savez ce que je sais. Enfin, vous ne savez pas ce que je sais, mais vous savez qui je suis. Donc j'ai une expertise en médecine de vaccins. Je connais les effets secondaires, je connais les remèdes, je connais beaucoup de choses que les médecins ne connaissent pas malheureusement parce qu'ils sont complètement abrutis par un système et par une consommation, c'est-à-dire que plus ils vendent, plus ils gagnent. Donc moi, je vends rien en dehors de mes livres pour vous éveiller. Donc si ça vous intéresse, moi je veux bien discuter 1 heure avec vous, mais ça a un coût, évidemment, parce que j'ai pas le temps. Donc, c'est la seule façon de répondre. Alors évidemment, quand on vous dit ça, vous préférez aller chez le médecin qui ne sait rien, vous concernant en tous les cas, et qui vous renvoie dans les cordes, et puis qui vous fait payer 28 ou 29 euros pour 10 minutes. Donc c'est votre problème, c'est pas le mien. J'espère que c'est clair. Parce que moi, je vous donne des conseils avisés, c'est tout. C'est tout. Ce ne sont pas des conseils médicaux. Mais avec les pistes que je vous donne, vous allez chez votre médecin et vous expliquez, ben voilà, il semble que ça soit comme ça. Est-ce que vous pouvez m'orienter et m'aider? Voilà. C'est au médecin après de faire le travail. Moi, je ne suis pas le guérisseur. Moi, je ne suis que le chercheur. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça va, Louloute? J'ai pas dit des bêtises? Ah non, absolument pas. Très bien. Alors. Il est très rare quand tu en dis. Vache, tu veux un chéquier ou quoi? C'est pas possible, t'es en forme là. Elle est gentille. Tu dis dis que c'est pas normal. C'est pas trop normal, ça, je comprends. Elle est toujours gentille, Loulou. Oui, enfin, il faut le dire vite. Ah, des fois, elle est en colère. Oh, qu'elle est en colère. Oh là là. Oui, mais bon, c'est passager, ça dure pas. Oh, écoutez, hier, j'ai eu mon... Ça dure 8 jours et puis c'est tout. C'est vrai qu'elle fait la gueule longtemps comme une gamine, mais c'est... Hier, j'ai eu un ami très proche, vraiment, un grand ami qui est venu, qui me dit « Oh là là, mon Dieu, ma femme, elle est compliquée. Le matin, faut pas lui parler, c'est un monstre. Hein. » Elle dit « C'est un monstre. » Alors, je la laisse parler, et puis, pour me sauver, je dis « Tu voulais quelque chose chez Leclerc ?» Et il s'en va. J'ai bien rigolé. Alors, je me suis dit, bah tiens, la prochaine fois, je vais demander à Loulou, tu veux quelque chose chez Leclerc? Bon, voilà. Allez, trêve de plaisanterie. L'année dernière, en 2024, j'ai consulté une étude de Yale, Yale, l'université américaine, qui avait découvert que le contenu du vaccin contre la Covid persistait dans le corps des vaccinés et provoquait des déficiences immunologiques à long terme. C'est quelque chose que je crois et qui concerne le processus de production flagrant qui a caractérisé les vaccins contre la Covid-19. Comme je ne voulais pas interférer avec le processus de publication,
je me suis tenu à divulguer quoi que ce soit dans l'étude qui n'avait pas été divulguée par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'étude a été prépubliée, donc je peux en discuter et je peux dire ce qu'ils ont trouvé dans une version fortement révisée de l'article précédent. La première moitié de cet article fournit le contexte de cette étude, tandis que la seconde moitié en discute. Par exemple, la protéine de pointe du vaccin, qu'on appelle également la protéine spike, peut persister dans le corps du vacciné pendant au moins 709 jours et causer au moins 2 années de suppression immunologique chronique et d'auto-immunité qui correspondent directement à la présence de maladies chroniques. Vous avez pu le remarquer, de nombreuses personnes interrogées, vaccinées, disent qu'elles sont tombées malades, qu'elles attrapent tout et n'importe quoi, qu'elles font des allergies qu'elles ne faisaient pas avant. Ils ont plein de pathologies bizarroïdes et font même des allergies aux médicaments. Et cela s'explique ici par 709 jours et causé au moins 2 années de suppression immunologique chronique. Et déjà, l'injection contre la grippe, hein, si vous voulez, paralyse votre système immunitaire pendant au moins 30 jours après l'injection. Ça veut dire le laps de temps de protection, si protection il y a, hein, parce que ça a été déclaré aux États-Unis qu'il n'y avait aucune protection, et même Kennedy qui dit mais jamais pendant 1 million d'années j'accepterai de me faire injecter avec ce truc-là. Eh bien, pendant 1 mois, eh bien, la personne soi-disant protégée contre la grippe peut attraper tous les virus qui traînent, tous, et n'ont aucune protection. Et c'est ce que me disait mon ami et maître Jean de Pélichy. Il me disait, si vous saviez tous les patients que je reçois qui ont été pic pour la grippe, ils ont tous la grippe. Ben oui, c'est systématique. Bon, maintenant, s'il y en a chez qui ça marche, hein, tant mieux. Hein, mais en règle générale, c'est... faites une statistique, une vraie, autour de vous et vous verrez bien. Je dis rien d'autre. Hein. Comme cette étude a été menée par une équipe d'immunologues, ils se sont principalement concentrés sur les changements immunologiques et par conséquent, beaucoup des autres conséquences chroniques de la vaccination n'ont pas été discutées. En outre, il convient de noter qu'ils ont à l'origine fortement approuvé la vaccination, à la fois pour prévenir le Covid et pour traiter le Covid long, ce qui est souvent désastreux. Et ils provenaient, tous ces chercheurs, d'une institution très pro-vaccin. En tant que tel, le fait qu'ils étaient prêts à changer leur position à ce sujet devrait être évidemment reconnu et indique que beaucoup de travail a été consacré à la vérification de l'exactitude de leurs données. Ce qui ne change rien à l'exactitude de leurs données. Effets et inconvénients. Beaucoup de choses dans la vie sont des compromis et en vieillissant de plus en plus, j'en suis venu à apprécier combien de choses dans notre société se résument au fait que les options pour les aborder, du moins dans le paradigme existant, ont toutes des inconvénients significatifs, donc de nombreux cas, aucune solution n'existe, ce qui est satisfaisant pour toutes les parties impliquées. Et oui, parce que votre médecin va vous dire il faut vous faire vacciner contre la Covid, et puis vous allez déclencher des maladies qui ne sont pas forcément la Covid, mais vous allez déclencher des maladies qui vous mettent à plat, qui vous mettent dans un état pas possible ou que vous n'auriez jamais imaginé. Mais là, le médecin va vous regarder, il va vous dire en quoi ça me concerne? C'est quand même petit qui m'a vacciné, non? Je t'ai vacciné contre le Covid. T'as attrapé le Covid, là? Hein, tu fais un guillain-barré, là, t'es paralysé, t'es comme ça. T'as pas attrapé le Covid, non? Alors en quoi que je suis concerné? Justement, le médecin est tout à fait concerné. Parce que ce sont des conséquences. Ce sont des effets secondaires. Et Pfizer a souhaité cacher pendant 75 ans tous ces résultats qui indiquaient justement ces effets secondaires. Et heureusement que Aaron Siri et Kennedy ont porté plainte contre les labos pour obtenir les preuves de tout cela qui était caché.
et ils les ont obtenus. Ensuite, Naomi Wolf, avec quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde, a fait traduire toutes ces pages pour faire un recueil, et elle a prouvé que Pfizer mentait sur tout et que ces injections étaient criminelles. Maintenant, vous devez savoir également que ces injections n'ont pas été faites par Pfizer. Elles ont été faites par l'armée américaine. C'est une arme bactériologique qui a été badgée par Pfizer. C'est des accords qu'ils ont signés entre eux. C'est cool, non? Alors, en tant que tel, ce dilemme est généralement géré par une combinaison des éléments suivants. Avoir une mise au point biaisée qui met l'accent sur les avantages d'une approche qu'un côté soutient et minimise ses inconvénients ou, à l'inverse, se concentre de manière disproportionnée sur les inconvénients d'une position opposée. À ce stade, j'ai eu d'innombrables questions dont j'ai débattu et j'ai été capable de persuader efficacement le public de chacun, ce qui souligne à quel point beaucoup de croyances enracinées que nous avons sont réellement, et à mon tour, c'est pourquoi j'ai mis tant de travail ici dans la présentation équitable des deux côtés de chaque sujet controversé que je couvre. Balayer les inconvénients sous le tapis et en allégeant la population en croyant qu'elle n'existe pas, ou qu'ils n'existent pas, ces inconvénients. Orienter le public à soutenir une politique douteuse avant qu'il n'ait le temps de reconnaître ses inconvénients, et si cela échoue, en les forçant ouvertement à l'accompagner. Donc ça s'appelle de la manipulation. On n'est pas dans de la science, là. On est dans du contrôle scientifique. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles les gouvernements font souvent des choses horribles à leur peuple est parce qu'ils sont mis dans la position de devoir résoudre un problème, mais sans une façon vraiment satisfaisante de le faire, de sorte qu'ils s'habituent à utiliser les 3 stratégies précédentes pour pousser leur politique choisie à développer simultanément une mentalité collective que ces approches douteuses sont nécessaires pour le plus grand bien de la population. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a un film qu'on aime bien, c'est avec Tom Cruise et Cameron Diaz, et c'est des espions. Et Tom Cruise, pour sauver Cameron Diaz, lui dit: si on vient vous voir et on dit et qu'on vous emmène en disant qu'ils vont vous protéger, ça veut dire qu'ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Eh ben, c'est exactement la même chose pour la santé et pour des périodes soi-disant épidémiques ou de fausses pandémies. Quand ils vous disent qu'un produit est là pour vous protéger, c'est faux. D'autant plus que comment se fait-il que vous puissiez faire confiance à un homme comme Bill Gates, dont le seul objectif est de diminuer la population de 10%? Enfin, de 10%, fois X. Hein. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Comment peut-on faire confiance à un pédiatre qui va vacciner un enfant avec l'hépatite B alors qu'aujourd'hui, c'est reconnu toxique à cause du degré d'aluminium qu'il y a dans ce vaccin, que c'est fait trop tôt, d'une part, et qu'il n'y a aucun bénéfice scientifique prouvé. Nous n'avons à ce jour aucun bénéfice scientifique prouvé par ces injections que l'on fait aux enfants. Et maintenant, c'est supprimé. C'est supprimé aux États-Unis. D'autre part, il y a Robert Kennedy qui a réussi à faire passer de 80 et quelques injections à 24. Et en fait, il faut parvenir à toutes les supprimer parce que, ça c'était dans mon Pandora 3, j'expliquais que comment scientifiquement ça ne pouvait pas fonctionner, ces injections. Ça ne marche pas. Vous voyez bien, aujourd'hui, si je vais au restaurant avec Louloute, elle aime des choses que j'aime pas. Hein. Et vice versa. Et vice versa. Hein. Elle dit: ah non, bah, ça, mais j'aime pas ça. Et toi, tu aimes ben non, tu sais bien qu'elle n'aime pas ça. Oui. Donc en fait, en général, elle prend quelque chose que j'aime pas, comme ça je peux pas piocher là-dedans, et moi je fais pareil. Comme ça, elle peut pas piocher chez moi. Donc ça, c'est quand vous connaissez bien vos conjoints. Anne est des malades quand même.
Alors pour le dessert, elle prend des bonnes glaces avec de la chantilly, et moi je suis intolérant au lactose, je peux pas. Donc elle risque pas que je lui bouffe son dessert. Souvent, c'est une dame blanche. Ah oui, oui, oui. Louloute est une belle dame blanche, avec une cerise sur le chapeau. Bon, allez, il existe de nombreuses manifestations différentes de ce dilemme, dont beaucoup, je crois, sont essentiellement le reflet d'un concept fondamental de la médecine, la sensibilité et la spécificité. Un test de diagnostic idéal permettrait d'attraper chaque cas de maladie 100% de sensibilité et de ne jamais avoir simultanément un faux positif 100% de spécificité. Malheureusement, dans presque tous les cas, cela est impossible à faire, et au lieu de cela, il existe un compromis où vous pouvez soit prioriser la sensibilité, ce qui conduit à un nombre significatif de faux positifs, ou à prioriser la spécificité, ce qui conduit à un nombre significatif de faux négatifs. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid et les tests PCR, qui en fait étaient complètement galvaudés parce que ils faisaient des cycles de 40. Ça veut dire que le truc qui tourne, il tournait 40 fois. Mais il n'y a rien qui résiste à une toupie de 40 fois, c'est complètement fou. Et on s'était rendu compte que si des gens prenaient de la vitamine D, bah, les tests étaient positifs, même si la personne était négative. Donc ça voulait rien dire. Tous ces tests étaient frauduleux. Tous. Il l'a même reconnu, Fauci, le principal organisateur de cette escroquerie. Mais le pire, c'est de voir comment ce pays, le nôtre, et les États-Unis, ont pu souscrire à de tels mensonges scientifiques. Je ne sais pas si vous avez lu La République de Platon, la philosophie, avec les discours avec Protagoras, et puis sur les sophistes, où vous avez un sophiste qui se trouve dans les rues d'Athènes, et il y a un accident, une femme ou un homme tombe dans la rue, un homme se détache de la foule en disant « je suis médecin, je vais le soigner ». Et le sophiste dit « moi par exemple, qui ne suis pas médecin, je peux pousser ce médecin en le faisant passer pour un imposteur avec une bonne argumentation ». Et dans la démonstration philosophique, c'est ce qu'il va faire. Ce qui fait que la population va croire que l'escroc, mais qui a utilisé un langage choisi, avec les arguments qui touchent, le professionnel de la communication, le philosophe professionnel de la communication, va influencer la foule pour lui faire croire que le vrai soignant est un imposteur et que le faux soignant pourra guérir cet homme qui mourra faute de soins. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Exactement la même chose. Ils ont fait croire que les non-vaccinés étaient coupables et responsables d'une épidémie, alors que ce sont les vaccinés qui ont fait la promotion de cette épidémie en se promenant, en allant manger, en allant prendre un café couché ou debout, en échangeant avec d'autres personnes, et en postillonnant et en contaminant tout leur entourage. Parce que justement, ils étaient vaccinés. Et je ne le répéterai jamais assez, aux États-Unis, dans les années 80, il y avait des placards devant les supermarchés en disant « Si vous avez été vacciné contre la grippe, machin et tout ça, veuillez ne pas rentrer pour ne pas contaminer les clients. » Donc on le savait, on a toujours su. C'est pour vous dire à quel point le trafic de l'ignorance est une nécessité dans une fausse démocratie comme la nôtre pour induire les gens en erreur, ou comme le peintre en bâtiment, hein, pour enduire les gens d'erreur, pour qu'ils aillent dans le sens du commerce pharmaceutique. Pendant le Covid, par exemple, une décision a été prise de prioriser la sensibilité avec les tests PCR en ayant des seuils de cycle de réplication élevés. Donc aucun cas de Covid ne serait manqué. Mais cela a entraîné une si mauvaise spécificité que les tests PCR sont effectivement devenus sans valeur, sauf pour la peur en plein essor puisqu'ils ont produit tant de faux positifs.
J'ai un ami qui avait un ami d'enfance qui a fait ce test et qui a vu qu'il était positif au Covid. Il était tellement désespéré, il s'est pendu. Oui, c'est pas une blague. Il s'est pendu parce qu'il a cru qu'il était foutu. Ça vous explique à quel point on est manipulé et à quel point on peut perdre la tête avec des faux jugements qui ne sont absolument pas soutenus par la science, mais qui sont soutenus par des imbéciles qui ne sont pas des scientifiques, comme tous ces journalistes de l'époque, qui sont toujours en place d'ailleurs, ou par des complices qui, eux, veulent vendre ces produits pour s'enrichir. Et c'est ça qui est dramatique. Vous comprenez pourquoi ils veulent nous faire taire, évidemment. En tant que tel, lorsque les tests sont conçus, des tentatives sont faites pour s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre spécificité et sensibilité. Dans certains cas, cela est un succès. Par exemple, il y a beaucoup de résultats de laboratoire que nous prenons à la valeur nominale. Mais dans de nombreux cas, compte tenu de la technologie impliquée, il n'est pas vraiment possible de le faire, ou c'est le cas, mais le lobbying a conduit à un surdiagnostic afin qu'un produit médical puisse être vendu. Comme ce test PCR qui n'aurait jamais dû faire 40 cycles. Jamais. Mais comme les gens sont idiots en pensant plus il y en a, mieux c'est, vous n'avez pas compris en fait que la nécessité scientifique ne réclame pas trop de cycles, mais justement beaucoup moins pour pouvoir analyser le produit. De même, de nombreuses politiques dans le système judiciaire visent à adopter une entrée dans cette même situation. Par exemple, une peine de mort idéale est suffisamment robuste pour dissuader le meurtre et éloigner les criminels violents du public, mais simultanément suffisamment clément pour qu'il n'existe pas accidentellement des individus innocents. Comme il n'y a aucun moyen d'avoir à la fois une sensibilité et une spécificité parfaite à ce sujet, différents États, aux États-Unis, adoptent des approches radicalement différentes de façon dont ils font respecter la peine de mort, couchant tout le long du spectre entre la sensibilité et la spécificité. De même, notre système judiciaire a été fondé selon le principe innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable, alors que de nombreux autres pays ont des systèmes judiciaires qui sont exactement le contraire, coupables jusqu'à ce qu'ils soient prouvés innocents. C'est beaucoup plus dur. On dit vous êtes coupable, maintenant prouvez votre innocence. Mais comment si tout se retourne contre nous? Souvenez-vous de l'étranger, de Camus, où Meursault va pleurer, va pas pleurer sur la tombe de sa mère. Sous prétexte qu'il n'a pas pleuré, eh bien on va le juger et on va le condamner. On va dire il n'aimait pas sa mère, alors qu'il avait d'autres raisons pour ne pas avoir pleuré. Donc on ne peut pas juger quelqu'un sur des bases aussi faibles. Et pourtant, c'est ce qui se passe. En médecine, l'un des plus grands défis est de trouver la dose appropriée car les gens diffèrent, de sorte que ce qui pourrait être une dose sûre et thérapeutique pour une personne pourrait être toxique pour une autre. C'est exactement le cas d'une dose de mercure dans un vaccin ROR qui est injecté à un enfant et une dose qui équivaut à un homme de 250 kg. 250 kg, c'est gros, hein. C'est très très gros. Et vous faites ça à un nourrisson qui fait à peine 4 kg. Vous pouvez être certain que les dommages cognitifs, les dommages neurologiques seront énormes, et surtout avec du mercure. En tant que tel, les doses standardisées sont généralement choisies en trouvant le meilleur équilibre global entre l'efficacité, une dose suffisante, et la sécurité, en évitant une dose toxique. Mais pour de nombreux médicaments, la dose standardisée conduit à ce que de nombreux patients plus sensibles soient gravement blessés par les médicaments qui sont ensuite couramment abordés par la mise en lumière du gaz des patients blessés. Remarque, une discussion beaucoup plus détaillée sur l'art du dosage peut être trouvée ici. Il y a un lien, il faudra cliquer dessus. Et le dosage est très important. Nous, on en sait quelque chose. Quand vous allez chez le vétérinaire pour votre chien ou votre chat, rappelez-lui souvent. Vous vous souvenez qu'il pèse combien le chat ou le chien là? Alors il dit oui, ne vous inquiétez pas, j'ai calculé. Il faut absolument que les vétérinaires calculent le ratio poids-médicament. C'est pareil pour les humains.
vous avez des quantités. Moi, combien de fois on m'a dit, oui, la vitamine C, ça marche pas. J'ai dit, mais vous en prenez combien? Puis on me dit, oh, une toute petite cuillère. J'ai une petite cuillère et une cuillère à café. Non, une dosette. Bah oui, c'est normal, ça fonctionne pas, hein, ça c'est sûr. Ça peut pas, c'est pas assez. Il faut des quantités. Celui qui a découvert les bienfaits de l'acide L-ascorbique, il prenait jusqu'à 18 grammes par jour. Il est mort presque centenaire. Donc, entre 18 grammes et 0,5 grammes, bah, il y a quand même une marge très importante, hein. Donc, le ratio quantité-poids est très important dans tous les domaines. Si vous donnez un repas à un enfant de 6 ans et que vous avez un adulte en face qui a le même repas, bah, automatiquement, l'adulte va avoir faim très rapidement parce que la quantité de protéines, glucides, lipides sera insuffisante pour l'individu, alors que l'enfant, lui, sera rassasié à cause de la relation et du ratio poids-nourriture. C'est la base, mais on n'y pense pas. Chaque intervention médicale a ses risques et ses avantages et idéalement, le travail d'un médecin doit être de le peser avec précision pour déterminer le meilleur traitement pour un patient tout en transmettant simultanément ce qu'il est au patient. Malheureusement, dans de nombreux cas, ils ne le font pas, ce qui est une grande partie de la raison pour laquelle les patients sont si insatisfaits du système médical aujourd'hui. Dans l'ensemble, il y a 3 points clés à retenir dans ce paradigme sur lequel je souhaite me concentrer dans cet article. Le premier, il est souvent incroyablement difficile de trouver un équilibre acceptable entre sensibilité et spécificité, et beaucoup de conventions que notre société suit maintenant étaient le résultat d'années de débats et de protestations de 2 parties pour trouver un juste milieu agréable entre les deux. Oui, mais comme les années passent, hein, eh ben, les médicaments évoluent aussi. Les médicaments changent. Donc ceux qui avaient de la valeur il y a quelques années n'en ont plus aujourd'hui. Et les doses sont pas forcément les mêmes, puisque on a changé de pathologie. Et inversement, comme le Tampax. Dans presque tous les domaines, je trouve souvent que les tentatives précipitées de trouver un équilibre acceptable entre 2 positions contradictoires sont immensément erronées et sujettes à la création de problèmes importants à l'avenir. 3. Bon nombre des problèmes liés au programme de vaccination sont résumés par ce cadre. Comment les vaccins fonctionnent-ils ? Beaucoup croient que le système immunitaire est l'une des parties les moins comprises de la physiologie. Ce que je dirais est le résultat de la recherche immunologique axée sur la fabrication de produits pharmaceutiques rentables, par exemple les vaccins, plutôt que de comprendre comment ils fonctionnent. Dans la conception classique de l'immunité, il existe 2 types. L'immunité innée, ça c'est votre immunité naturelle, et l'immunité adaptative. C'est l'immunité qui a été provoquée, comme faisaient les Indiens, les Amérindiens, quand il y avait des épidémies ou des cas de variole ou autres, ils piquaient une pustule de variole, ils en retiraient du pus, bien sûr, et ils se le collaient sur le bras, ils se piquaient avec, pour fabriquer justement une immunité adaptative. Alors, ça semblait marcher pour certaines pathologies, peut-être pas pour toutes, mais c'est déjà les premiers exemples de vaccination efficace. Je dis bien les premiers et sans doute les derniers. La réponse innée étant relativement non spécifique, il peut donc fonctionner contre une grande variété de menaces infectieuses, y compris celles que le corps n'a jamais vues auparavant. Celle-là est adaptative, qui est particulièrement adaptée à l'élimination de l'organisme d'invasion spécifique. L'explication la plus largement acceptée du fonctionnement du système immunitaire adaptatif est la théorie de la sélection clonale, qui stipule que le système immunitaire, 1.
utilise un processus de génération aléatoire pour créer un vaste réservoir de séquences d'appariement d'antigènes potentiels. 2. Il a un grand nombre de cellules immunitaires différentes qui ont chacune les séquences attachées à eux et font circuler la circulation sanguine. 3. Attend que l'une de ces cellules immunitaires contracte un agent pathogène envahisseur que la séquence qu'il porte correspond. 4. Demander à chacune des cellules immunitaires d'être programmées pour commencer à se reproduire rapidement une fois qu'elles obtiennent une correspondance de séquence. 5. Grâce aux 4 étapes précédentes, permettre de produire un grand nombre de cellules immunitaires spécifiques à un organisme envahissant car elles peuvent se lier à leur antigène et alerter le reste du système immunitaire de la présence de l'organisme, et ainsi neutraliser efficacement l'infection. 6. Une fois le processus terminé, laisser derrière lui des cellules B de mémoire qui correspondent à l'agent pathogène, envahisseur bien sûr, et sont capables de stimuler la réponse immunitaire de manière beaucoup plus rapide, ce qui raccourcit le temps que prennent les étapes 3 et 4. Voilà, ça c'est quand même assez clair. Bon, c'est un peu compliqué, je le sais. Je sais, mais c'est ça qu'on appelle la médecine, chers amis. C'est pas les blablas qu'on vous raconte à la télévision. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. La théorie derrière la vaccination est que si la réponse immunitaire spécifique et les cellules de mémoire B peuvent être créées avant que le corps rencontre un microbe dangereux, cela peut permettre au corps de monter une réponse immunitaire robuste avant qu'un organisme envahissant nuisible n'ait le temps de se multiplier dans le même corps et de causer des dommages importants. Entraîner des infections à éliminer rapidement les autres infections plutôt que d'avoir besoin d'attendre que la réponse adaptative entre en jeu, réduisant ou éliminant ainsi le temps qu'ils peuvent protéger la maladie dans la population. Ensuite, amener les individus à développer une réponse immunitaire aux sites d'infection, par exemple les membranes du nez et de la gorge, empêchant ainsi l'organisme de pouvoir coloniser ces zones et d'empêcher ainsi sa transmission. Être capable de le faire est donc extrêmement attrayant pour les gouvernements car ils permettent une seule intervention, le vaccin, qui peut facilement être distribué à tout le monde de manière descendante, ce qui est ce que les gouvernements sont bons à faire pour résoudre un problème de longue date, épidémie de maladies infectieuses et, plus important encore, pour permettre au gouvernement de présenter l'apparence de travailler sérieusement pour protéger la santé publique. En raison de cet appel tout au long de l'histoire, les problèmes se poseront avec ces programmes, doubleront la face du vaccin, et doubleront le vaccin, par exemple avec des mandats, plutôt que de reconsidérer la sagesse du programme de vaccination. Note, dans un article précédent, j'ai montré comment cette conduite erronée et tyrannique a existé depuis le premier vaccin qui était celui contre la variole. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, je le sais. C'est pour ça que je vous encourage à lire cet article calmement pour que vous puissiez le mesurer, le comprendre. Il est long, mais il est passionnant parce qu'il vous explique l'intérêt de cette vaccination ou son inutilité, et il l'explique à travers des bases scientifiques et des études solides menées par une des plus grandes universités américaines. Voilà. Alors, ne croyez jamais ce que l'on vous dit à la télé, ne croyez jamais d'ailleurs, mettez en doute absolument tout, hein, c'est le rôle de la philosophie, hein, c'est de douter de tout. Donc, remettez en doute les dogmes et posez les questions qu'il faut et les responsabilités. Parce qu'il y a des responsabilités. Et c'est drôle, hein, le gouvernement a quand même voté en 2023-24, je ne sais plus exactement, que les médecins aujourd'hui pouvaient être responsables des effets secondaires des vaccins vis-à-vis de leurs patients. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui une responsabilité. On se demande pourquoi. Ça, c'est le politique qui veut se dédouaner et qui dit « ben non, c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait, c'est la faute du médecin ». Non. C'est un travail
convivial entre l'État, les médecins, Big Pharma et Bill Gates. Ils sont tous dans le coup. Voilà. Bon, vous avez des questions? Là? Bah, au revoir. Qui T'as des questions, Lilou? Merci. Non, 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 mais comme tu dis, oui, oui, c'est un article à relire au calme. Au calme, évidemment, et pour le mesurer, le comprendre, prendre des notes, Oui, bien essayer sûr, inconnu, oui, essayer de comprendre. C'est important pour votre vie, c'est important pour la vie de votre exact. famille, c'est important pour la vie de vos enfants. Chacun peut se faire son opinion, chacun prendra ses décisions. C'est pas à nous de vous Voilà. dire, ah ben non, faut pas, non, non, non. Non, non. Vous pouvez si vous le souhaitez, c'est votre vie. Mais là, vous avez au moins des arguments très solides, basés sur des études très précises. Mhm. Voilà. Complètement. Bon, bah écoutez, nous vous remercions. Enfin, moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jandroc. Madame Lelouch, je vous en prie. Alors, passez un excellent. Oui, là, il est quelle heure? Un bon début de soirée. Et puis, on se dit à bientôt. On vous tient au courant concernant le site. Voilà. Normalement, vous pouvez y aller, mais s'il y a des problèmes, ne Oui, vous inquiétez pas. non. On va les régler. On va les régler cette À semaine. savoir, quelquefois, il faut refaire la manipulation à plusieurs reprises. Voilà. Soyez patients. Merci. Merci. Et merci de votre confiance. Voilà. Oui, merci beaucoup. Bon, ben. Bon, on va y aller? Au revoir. Allez, à très vite. Passez une excellente soirée. Au Au revoir. revoir.